Vous rêvez d'un nouveau chez vous? Ne manquez pas notre grande journée porte ouverte printanière. Ce samedi 5 avril de 11h à 16h, explorez toutes nos communautés Brigil. Louez, achetez ou découvrez les deux. Brigil, c'est plus de 20 communautés offrant une qualité de vie exceptionnelle, des aires communes modernes et des commodités exclusives. Planifiez votre visite sur brigil.com et profitez de nos offres spéciales. Ce samedi 5 avril de 11h à 16h, on vous attend. Brigil, bâtisseur citoyen. Vendredi 4 avril, voici à la une. Bon vendredi, Marie-Michel Bordua au micro. Merci de débuter votre journée avec nous. Ce qui va rythmer l'actualité aujourd'hui, c'est encore une fois cette onde de choc commercial lancée par la nouvelle salve de tarifs américains. On voit entre autres cette riposte du Canada qui a été annoncée hier, riposte des droits de douane de 25% sur tous les véhicules importés des États-Unis qui sont pas conformes avec l'accord ASEUM. Également, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les marchés boursiers. Ça continue d'être difficile de ce côté. On a vu de forts reculs hier. Les bourses du monde entier qui continuent de piquer du nez. Les marchés en Asie qui ont clôturé en baisse. Même chose du côté des bourses européennes qui ouvrent, elles, en baisse aujourd'hui. On va y revenir avec Gabriel Marcand-Perrault dans cette revue de presse. Là, vous le verrez à la une de tous les journaux ce matin. Également, ce qui va retenir l'attention, c'est cette campagne électorale. Les chefs qui ont pris une pause hier soir, le temps de répondre à des questions. Vincent Maisonneuve. Oui, exactement. C'était l'émission 5 chefs, une élection qui était présentée à notre antenne et que vous pouvez revoir sur nos applications, l'application Radio-Canada Info. Je vous dirais que c'est un exercice intéressant, une excellente façon de se faire une tête là, sur la vision des leaders de chaque parti. Je vais vous en parler. Je vais vous faire écouter des extraits d'environ 5 minutes. On y reviendra. La nouvelle du jour, par contre, c'est l'anniversaire de Véronique Mérard aujourd'hui. Je disais, mon Dieu, j'ai manqué quelque chose. Ah ben merci, vous êtes gentil. On cassera pas les oreilles aux auditeurs, on chantera pas, mais sachez que vous êtes salués et ce sera un anniversaire avec du beau temps aujourd'hui, Véronique. Oui, avec du beau temps, Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, on avait eu 26 cm de neige à Montréal le 4 avril. Alors, grosse neige lourde et mouillée, c'est pas le cas aujourd'hui. Si vous venez d'ouvrir la radio et vous avez entendu grosse neige lourde et mouillée, on oublie ça. On ira plutôt avec un ciel en mélange soleil-nuage. Donc, une belle journée quand même, 9 à 11 degrés là, pour les régions les plus au sud. On a eu pas mal d'actions hier avec le verglas, la neige dans l'est du Québec. Ça s'estompe là aussi. Alors, plutôt beau aujourd'hui. L'Estrie, ce sera peut-être un petit peu plus nuageux cet après-midi. Donc, les températures vont grimper un peu moins, autour de 5. La nuit prochaine, on reste avec des températures légèrement sous zéro. Et là, en fin de semaine, samedi matin, très tôt, quelques éclaircies. À partir de samedi midi, on a de la pluie qui s'en vient. Ça peut être mêlé de neige par endroits dans les Laurentides, là, mais il n'y aura pas d'accumulation avec ça. Donc, pluvieux samedi, mi-journée jusqu'à dimanche, fin de matinée. Et par la suite, un ciel qui redevient variable dimanche en après-midi. Donc, il y aura quand même des petits bouts de fin de semaine dont on pourra voir quelques petits rayons de soleil. 5-7 degrés, on retient ça pour les températures en fin de semaine. Donc, dans les moyennes, là, la normale, ce serait 8 le jour, moins 2 la nuit. On va se promener autour de ça. Et dans l'ensemble, les précipitations seront sous forme de pluie, 15-20 mm encore une fois. Du côté de l'Abitibi, il nous reste des flocons ce matin. Ça se dégage par la suite vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. C'est un ciel qui sera en mélange soleil-nuage. C'est encore venteux dans l'est du Québec. Les vents vont diminuer un peu ce matin, 3-4 degrés au thermomètre. Plutôt nuageux en Gaspésie, encore des flocons résiduels autour de 2 degrés et un 2 à 4 cm de neige supplémentaire sur la Côte-Nord. Il est tombé quand même près d'une quinzaine, voire une vingtaine par endroit hier. Donc, ça s'estompe, ça aussi, graduellement ce matin. On sera près de zéro. En territoire ontarien, on a retrouvé le soleil sur la portion nord. Il fera très beau aussi. Toronto, Windsor, 12-13 degrés. Ottawa, on est en train de voir le ciel se dégager là, au lever du jour. 10
c'est le maximum anticipé aujourd'hui et ce sera aussi pluvieux sur le sud de l'Ontario pour la journée de demain. Dans l'ouest, ça se passe bien. 13 à 16 degrés, Vancouver, sous le soleil. Edmonton, Calgary aussi, il fera beau. 4 à 6 degrés, beau temps sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Des températures de 0,3 degrés. Et ça reste assez printanier pour la fin de semaine dans l'ouest, là, des températures agréables et une bonne dose de soleil. Alors, on profite de la journée aujourd'hui et cocooning demain, lendemain de fête. Voilà. Au sport. Et voilà une rondelle bondissante perdue par Geekie. Suzuki avec Caulfield. Suzuki! Olivier Pellerin, je ne sais pas si ça sent la coupe déjà, mais à tout le moins, c'est un pas de plus vers les séries éliminatoires pour le tricolore. Oui, vous êtes rendu un pas plus loin que ce que le Canadien attendait cette saison, c'est-à-dire une participation aux séries éliminatoires. Donc, vous êtes un peu plus enthousiaste, mais c'est vrai que... faut les aider. Oui, exactement. Faut leur donner un but, mais quand même, non, ça a été un bon match hier, une victoire de 4-1 du Canadien de Montréal qui fait un pas de plus, effectivement, vers ces séries éliminatoires. Je sais que Véronique aimerait que je dise qu'ils sont déjà qualifiés, mais non, ils sont toujours au 8e rang. Ben oui, encore. Ils gagnent tout le temps, ils sont toujours au 8e rang. Donnant accès aux séries éliminatoires avec une victoire importante hier face aux Bruins. Les Bruins qui forment la pire équipe de l'Est présentement. Ça aurait pu être un piège hier. En première période, ça a été compliqué pour le Canadien qui n'a pas réussi à concrétiser les chances, mais quand même, il y avait un rythme qui s'était pris là. Puis en deuxième période, 2 buts marqués. Vous avez entendu le deuxième du Canadien, celui marqué par Cole Caulfield, suivant une passe de Nick Suzuki. Il y a Brendan Gallagher aussi qui a marqué en troisième période avec le but d'assurance de Nick Suzuki dans un filet désert en fin de match. Donc un match très complet, un match rassurant aussi pour le Canadien de Montréal. Martin Saint-Louis, après le match, a dit que les années d'apprentissage sont révolues chez le Canadien de Montréal. Tu viens de battre 2 games, une excellente équipe en Floride, puis là, tu sais, les Bruins qui arrivent, qui sont à une différente étape présentement. C'est pas une game que tu veux te mettre dans le mode... comme on est arrivé à Philadelphie, qu'il faut apprendre de ce game-là. Apprendre, là, c'est fini cette saison-ci. Il faut exécuter. Je pense que c'est ça ce qu'on a fait à soir. Ben justement, les Flyers seront les prochains adversaires du Canadien. Demain, il y aura 2 matchs cette fin de semaine pour le Canadien, donc contre les Flyers et contre les Prédateurs de Nashville. Donc au classement, le Canadien est 8e avec 81 points, 2 points devant les Rangers de New York en 9e position et les Blue Jackets de Columbus en 10e position à 77 points. Tout ça grâce à un coup de pouce de l'Avalanche du Colorado hier qui a battu les Blue Jackets 7-3. Et je terminerai en disant que ça a été une bonne soirée pour toutes les équipes canadiennes. Elles ont toutes remporté leur match. Donc les Sénateurs ont battu le Lightning de Tampa Bay donc voilà, ça a été une soirée parfaite pour les équipes canadiennes, puis soirée parfaite aussi pour le Canadien de Montréal et les gens qui étaient au Centre Bell hier. Positif, merci Olivier. Voilà, au revoir. Alors, les chefs des principaux partis ont fait une petite pause dans leur campagne hier soir, le temps de répondre aux questions de nos collègues Céline Galipeau, Anne-Marie Dussault et Sébastien Bovet. C'était dans le cadre d'une émission spéciale, 5 chefs, une élection. Et ça a été, cette émission, l'occasion pour eux d'expliquer leur programme, aussi de tenter de convaincre les électeurs. Vincent, qu'est-ce qu'il faut retenir là, de cet exercice? Bien, que les électeurs ont eu l'occasion de comprendre la vision de chaque chef face aux enjeux très particuliers de cette élection-là. On ne se le cache pas. D'ailleurs, vous pouvez revoir cette émission-là au complet sur l'application Radio-Canada Info, sous l'onglet vidéo, ou chaque entrevue individuelle sur YouTube en accédant toujours au compte de Radio-Canada Info. Tout de suite, en commençant, écoutons le chef libéral, le premier ministre Mark Carney, qui explique pourquoi il a décidé de se lancer dans la course. Je suis ici ce soir, dans cette campagne, à cause de la crise. À cause de régler la crise. Pas de crise, pas de Mark Carney dans cette campagne électorale. Parce que je savais, au commencement de janvier, nous avons une crise de logement, une crise de pouvoir d'achat, et le commencement de cette crise de M. Trump. On se tourne maintenant vers le chef conservateur, Pierre Poilievre, qui explique, lui, sa façon là, d'aborder cette crise-là et de faire face, bien sûr, à l'administration de Donald Trump. Il faut renforcer notre économie en ramenant des centaines de milliards de dollars d'investissements que les libéraux ont expulsés de notre pays. J'ai proposé plusieurs idées pour le faire. Par exemple,
favoriser le libre-échange entre provinces pour qu'on puisse vendre à nous-mêmes, approuver des projets de ressources naturelles rapidement. Il faut dire, Vincent, que bon, il y a tout ce contexte-là, mais pour les autres partis, c'est un petit peu plus difficile, cette campagne, d'essayer de se trouver une place. Oui, c'est le cas du NPD qui a une énorme pente à remonter, si on se fie aux différents sondages, mais le chef Jagmeet Singh répète qu'il est là pour défendre avant tout les travailleurs. Je pense que dans des temps difficiles, on doit investir davantage dans les gens. On ne doit pas couper les services parce que les gens font face à des incertitudes, de imprévisibilité, donc on ne doit pas couper les services dont les gens ont besoin, mais on peut couper les gaspillages comme les subventions pétrolières. Ce sont des milliards de dollars qu'on donne aux grandes entreprises qui font des profits massifs, souvent des profits records. Maintenant, parlons du Bloc québécois, pour qui la défense des intérêts du Québec, c'est la raison d'être. Yves-François Blanchet veut protéger les Québécois, notamment lorsqu'il est question de la gestion de l'offre pour les agriculteurs. Le principe de la gestion de l'offre existe depuis longtemps et elle a été sacrifiée par morceaux à coût de 2 et 3 %. Quand on dit « je garde le principe de la gestion de l'offre », on dit « je peux quand même lâcher 2, 3, 4 % aux Américains ». Et c'est ça que le milieu agricole ne peut pas admettre. Et l'autre élément, ils ont voté, parce que ça reste les mêmes libéraux avec un nouveau chef, ils ont voté en faveur de notre loi, mais ont laissé leurs propres sénateurs saboter ça. La formation, Marie-Michel, qui cherche le plus à attirer un peu de lumière là, sur ses idées, et pour qui c'est vraiment plus difficile, c'est le Parti vert. Donc, on va écouter le co-chef des Verts, Jonathan Pedneau. Je ne crois pas que les Canadiens soient indifférents à l'avenir de leurs enfants, à l'avenir de la planète, à l'avenir du pays. Je pense que tout le contraire, la réponse canadienne présentement à la menace de Donald Trump montre bien l'attachement que les gens ont au territoire. Mais c'est évident que dans le contexte économique actuel où les gens ont tellement de misère à boucler leur fin de mois, c'est difficile de se préoccuper de la planète, de ces choses un peu abstraites. Donc, 5 entrevues à revoir pour vous faire une bonne tête en prévision des élections. L'intégrale sur notre application Radio-Canada Info dans la section vidéo et les 5 entretiens séparés sur le compte YouTube de Radio-Canada Info. Merci, Vincent. Je vous en prie. Et Vincent nous le faisait bien entendre dans ces extraits. On le voit, la guerre tarifaire, ça continue de rythmer la campagne, même s'il y a certains chefs qui auraient peut-être voulu s'en sortir après le 2 avril. Mais c'est vraiment le sujet qui demeure sur toutes les lèvres. Et on le voit à la une des journaux également. On va faire un tour là, de tout ça avec Gabriel, le marquant Perrault à Ottawa. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Marie-Michel. Donc, question des tarifs, c'est partout dans les journaux ce matin. Le premier ministre Mark Carney qui s'aligne sur les droits de douane américains sur les voitures, mais s'abstient de prendre des mesures plus larges, titre ce matin le Globe and Mail. Le choc des droits de douane, c'est la une du Toronto Star et tumulte tarifaire à la une du National Post ce matin. D'ailleurs, à la une du Post, vous lirez la chronique de Paul Wiseman. Trump obtient la guerre qu'il voulait et personne ne sait comment elle se terminera. Les droits de douane les plus élevés frappent 2 minuscules territoires qui commercent peu avec les États-Unis, l'île française de Saint-Pierre-et-Miquelon au large du Canada et le royaume du Lesotho. D'ailleurs, avez-vous déjà entendu parler du Lesotho? C'était la question méprisante qu'avait lancée Donald Trump le mois dernier lors de son premier discours devant le Congrès, rappelle le Financial Times et la BBC. Le président des États-Unis qui s'était alors félicité des 8 millions de dollars de coupes budgétaires pour les personnes LGBTQ+, dans ce petit pays d'Afrique australe. Mais le Lesotho fait face aujourd'hui à la brutalité commerciale de Donald Trump. 50% de droits de douane annoncés par le président américain, les plus élevés pour une seule nation. Dans le Journal de Montréal ce matin, on titre « Punis par la bourse ». Les amis de la tech de Donald Trump s'en sont pris plein la gueule hier avec des pertes de valeur boursière totales de plus de 1000 milliards de dollars américains en ce lendemain de libération difficile pour les États-Unis. D'ailleurs, dans la presse ce matin, on vous propose un texte « Comment réagir face à la chute des marchés ». Vendre ses actions est une décision risquée parce qu'elle implique de savoir quand réinvestir. Donc, vous avez ce texte de Fanny Arcan à lire dans les pages numériques de la presse ce matin. Et je retourne dans le Journal de Montréal pour terminer avec la chronique de Tom Mulcair, l'ancien chef du NPD. Il a regardé l'intégralité du show de Donald Trump dans la roseraie de la Maison-Blanche mercredi et il a réalisé que oui, il est dingue, mais ce n'est pas juste ça le problème. Il est aussi totalement irresponsable. Il sautait d'un sujet à l'autre, interpellant des membres de la foule tout en faisant la démonstration de son ignorance crasse des grandes questions économiques. Alors, sa chronique à lire dans les pages du Journal de Montréal ce matin. Et Gabriel, dans ce contexte, il y a des écoles qui annulent leur séjour de fin d'année aux États-Unis.
Et c'est ce que j'ai lu ce matin à la une du quotidien Le Devoir, le dilemme des voyages scolaires au pays de Trump. Et on donne l'exemple du centre de service scolaire des Monts-et-Maries dans le Bas-Saint-Laurent. Le voyage de fin d'année, le voyage à New York d'une centaine d'élèves a été annulé. Ils iront plutôt à Toronto. Pas question d'encourager le pays de Donald Trump, mentionne le quotidien Le Devoir ce matin. Résolution qui a été adoptée par la direction des écoles secondaires qui évoque la solidarité avec des entreprises locales qui produisent du bois d'œuvre, par exemple, et on dit que ce n'est pas la seule école à réagir ainsi aux gestes intempestifs, du président américain. Donc, à l'approche de voyages de fin d'année, plusieurs écoles qui ont choisi d'annuler leur voyage vers nos voisins américains. Merci, Gabriel. Bonne journée, bon week-end. Qui dit vendredi, dit suggestion culturelle avec Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour. Bonjour Marie-Michel. Alors, Julie-Jasmine, le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, film attendu du réalisateur québécois Ken Scott, ça sort en salle aujourd'hui. Oui, et je l'ai vu cette semaine. C'est d'abord d'après le livre du même nom qui est paru en 2021 et c'est l'histoire de Roland Pérez, qui est un avocat animateur de radio français bien connu là-bas et c'est vraiment son histoire, l'histoire de sa vie. On commence dans les tout débuts, donc dans le film. On est en France au début des années 60. Sa mère est une immigrante marocaine. Elle est enceinte de Roland. C'est son 6e. Elle accouche. Et le bébé naît et il a une malformation au pied. Votre enfant est handicapé. Non. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, mais il était robouteux. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle. Touchant, hein? Ouais. Avec la musique aussi, il y a quelque chose qui se passe, on dirait. Absolument, parce que, vous l'avez entendu, la maman va prier pratiquement chaque jour pour le grand miracle. On a compris aussi que les services sociaux s'en mêlent parce que le petit marche pas. Il doit être instruit. Et là, finalement, c'est l'aide d'une ramancheuse qui va faire en sorte que, on va mettre le petit sur un corset, sur une attelle. Mais il y a 6 ans, il veut grouiller. Alors, la seule façon de le tenir en place, c'est en lui mettant de la musique de Sylvie Vartan. Évidemment, chanteuse monument en France. Il est amoureux fou de cette chanteuse-là. Et c'est ce qui va lui permettre de ne pas bouger. Et évidemment, là, on va suivre après ça cette épopée familiale qui est répartie sur une 50aine d'années. Alors, ça dure à peu près 1h40 et on parle vraiment de la connexion mère-fils, du fameux cordon si difficile à couper. Et c'est cette mère qui a un caractère bien trempé et vraiment très convaincante. Tous les gens qu'elle croise dans sa vie, elle est convaincue du fait que son garçon, évidemment, aura un bel avenir. Elle est surprotectrice et je dirais légèrement envahissante, bien sûr. Donc, vous allez voir dans le film. Et c'est Léla Becti qui est vraiment formidable. On la voit vieillir sur 50 ans. Je le disais, les maquillages sont bluffants. Ça fonctionne? Que ça marche littéralement. Et dans la vie de Roland, lorsqu'il est rendu adulte, et sa route va croiser celle de Sylvie Vartan. Alors, elle fait partie du film. Elle joue son propre rôle. Évidemment, elle a 80 ans et ça aussi, ça fonctionne extrêmement bien. Et moi, je vous le dis, j'ai eu les valves vraiment souvent ouvertes. J'étais très touchée. Parfois, ce sont des scènes, bien sûr, très cocasses, mais à un moment donné, on change de ton. Puis on ne sait pas trop pourquoi, mais ça fonctionne très, très bien. Et ça, je dirais que c'est la grande force de Ken Scott dans son cinéma. Bien sûr, Starbuck, peut-être, ça vous dit quelque chose. Il y a eu aussi la version américaine avec Vince Vaughn, mais il a aussi été le scénariste de La Grande Séduction et qu'on avait donc aimé ce film. Alors voilà. Puis je dirais que ça reste une réalisation assez classique, mais ça permet de faire avancer l'histoire et de ne pas nécessairement s'embourber dans certaines envies de réalisation. Alors, on est vraiment au cœur des personnages et c'est magnifique. Alors, je pense que c'est un film... En fait, je pense que les films de famille, lorsqu'ils sont bien faits, touchent bien évidemment toutes les familles. Alors, bien évidemment, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, dans cet ordre. On reste en salle, cette fois, salle de théâtre. Dis-moi qui tu es, je te dirai ce que tu lis. Ça, c'est le titre d'une pièce présentée à la Licorne qui s'interroge, Julie-Jasmine, sur nos comportements en société. Oui, exactement, avec beaucoup d'humour, à la manière de différentes petites scénettes du quotidien. Et on se questionne surtout sur quelle posture doit-on adopter dans une société où tout est polarisant, où évidemment, les discours sans
s'enflamme assez rapidement et c'est délicieusement exagéré et ô combien absurde, comme d'ailleurs cette entrevue d'embauche dans une quincaillerie qui est bien particulière. Je suis bien chez Renault Quincaillerie. Ouais, c'est Renault Quincaillerie. Ah! Je viens postuler pour le poste de commis de plancher. Hey, moi, le niaisage, c'est pas ma force. Qu'est-ce que tu fais avec un sac de papier sur la tête? Ah, ça? Ah, ça fait longtemps que vous avez pas passé une entrevue d'embauche, vous, hein? Ça, c'est la nouvelle loi sur le droit à une évaluation équitable. Qu'est-ce que c'est ça, cette loi-là? Ah! C'est pour déjouer les préjugés liés à la première impression! Le ton, il est très clair, hein? Alors voilà, cet employé qui, évidemment, ne peut pas être engagé sur la base de son visage. On va parler de culture d'annulation où un fan va faire passer un questionnaire à l'autrice. Il veut s'engager dans son œuvre, mais être sûr qu'elle est une bonne personne, ne veut pas se faire prendre. Aussi, comment on peut se louer un ami parce que les contacts sociaux, c'est difficile et ça se fait par une application. Bref, c'est 15 tableaux avec 5 acteurs redoutables. Ils se répartissent les rôles, dont Simon Boudreau, qui par ailleurs signe le texte. Et quelle écriture intelligente. Je trouve qu'il y a cette précision, évidemment, dans le texte qui va toujours chercher le meilleur possible du rire, mais ça peut aller aussi par la subtilité. Alors, c'est ça qui est formidable. Il y a un imaginaire renversant également. Il y a des concepts farfelus. Des fois, c'est poussé à l'extrême, mais on se dit, tiens, la vérité n'est pas toujours très loin. Parce qu'évidemment, on est dans une curieuse époque. Alors voilà, je reste un mini laboratoire humain. C'est présenté à la Licorne. Dis-moi qui tu es et je te dirai ce que tu dis. Et pour terminer en musique, Garou, qui lance aujourd'hui un nouvel album. Fait rare à noter, il signe les textes. Oui, c'est ça. Et ça s'appelle « Un meilleur lendemain » qu'il qualifie de nouveau départ. Ce serait, selon lui, son véritable tout premier album parce que justement, à titre d'auteur, compositeur, interprète, il a quelque chose à dire. Chacun dit choses à dire pour pouvoir se décrire. On s'écrit. Chacun dit choses à dire pour ravir et parfois pour souffrir. Chacun dit choses à dire. Alors, c'est 10 pièces très personnelles, dont l'une qui s'appelle Nobody Else, qui est destinée à sa chérie. Il le dit justement dans la présentation des textes. On parle d'amour, de beau et de complexe dans cette relation-là, ce qui est intéressant. Puis c'est en français et en anglais. Tiens. Ce rendez-vous d'amour promis pour une vie, il est pour nous à chaque jour, à chaque nuit. There's only you that makes me feel what I can be. Alors voilà, tout doux de son cru, ça sort aujourd'hui. C'est Garou, bien sûr. Alors à écouter, nouveau départ pour Garou qui signe les textes de cet album. Julie Jasmine, comme chaque vendredi, merci pour ces suggestions. C'est plaisir. Et je vous dis au revoir à vous aussi. Je vous souhaite un excellent week-end. Votre équipe du matin vous retrouve dans quelques minutes. I can see anything else. Et c'est pour ça que je tombe ébloui de cette ivresse. La coupure d'une larme est profonde. C'est l'hécatombe. Ce rendez-vous d'amour promis pour une vie. Vous rêvez d'un nouveau chez vous? Ne manquez pas notre grande journée porte ouverte printanière. Ce samedi 5 avril de 11h à 16h, explorez toutes nos communautés Brigil. Louez, achetez ou découvrez les deux. Brigil, c'est plus de 20 communautés offrant une qualité de vie exceptionnelle, des aires communes modernes et des commodités exclusives. Planifiez votre visite sur brigil.com et profitez de nos offres spéciales. Ce samedi 5 avril de 11h à 16h, on vous attend. Brigil, bâtisseur citoyen.